Et donc on va aborder le traitement des néphropathies lupiques. Alors vous verrez qu'on va parler surtout des glomérulonéphrite prolifératifs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les 3 et 4 actifs, qu'elles soient associées à une classe 5 ou avec un peu de chronicité. Si vous voulez, à la fin, je vais laisser 2-3 diapositives sur les classes 5 pures. Si vous avez des questions, on pourra y répondre. Alors en fait, ce qui est important à comprendre, c'est ce dont on n'a plus conscience tellement aujourd'hui, c'est la sévérité de ces néphropathies lupiques, et en particulier en fonction de l'histologie. En fait, pour avoir cette idée de l'histoire naturelle, il faut remonter à des données qui ont été enregistrées jusqu'à la fin des années 60, et ici, un article par Pollack. Pollack, c'était un clinicien néphropathologiste américain qui a été de ceux qui ont été à l'origine de la classification OMS, et puis qui est devenue la classification ISN-RPS, les glomérulonéphrites lupiques. Et enfin, vous voyez qu'ici, il donne le pronostic. Enfin, en abscisse, vous avez le temps qui passe après le diagnostic. Et ici, non pas la survie rénale, mais la survie des patients, et surtout des patientes, d'un jeune, avec, en fait, très tôt la démonstration de l'impact de la nature histologique de la glomérulonéphrite lupique. Et ce que vous pouvez voir ici, c'est que ce qu'on appelle aujourd'hui des classes 3 et des 4 actives, elles sont associées à un pronostic épouvantable, surtout lorsqu'on ne les traite pas très bien. On appellerait aujourd'hui une 4G avec simplement un traitement par des stéroïdes à faible dose. Vous voyez que globalement à 2 ans, on a plus de 90% des femmes qui sont décédées. Et donc là, vous avez la démonstration de tout l'intérêt qu'il y a à traiter ces glomérulonéphrite lupiques, même si, bien entendu, c'est peut-être pas la glomérulonéphrite directement qui était associée au décès. On pourra toujours en débattre, mais enfin aujourd'hui, on a beaucoup progressé, notamment grâce au progrès thérapeutique. Les principes, tout se tient là. Les principes du traitement, une fois qu'on a fait la démonstration histologique, qu'on a une classe 3 ou une classe 4, alors juste un rappel, c'est de dire qu'il s'agit de classe 3 active ou de classe 4 active, parce qu'aujourd'hui, la classification histologique classe en 3 et 4 également les classes chroniques, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'activité, et donc n'allez pas proposer un traitement très fort pour une 3C ou une 4C, on ne traite que l'activité. Donc faites bien attention à cet aspect de l'activité. Il faut une démonstration histologique compte tenu des enjeux cliniques et des enjeux thérapeutiques. Et le principe du traitement, c'est assez simple. Hein, c'est la même chose que ce que vous avez vu hier pour les vascularites en cas. Il faut un traitement d'induction, dont l'objectif, en fait, c'est la mise en rémission. Le traitement de référence, on va revenir sur un exemple, c'est stéroïde plus endoxant par voie intraveineuse. Et dès lors que vous avez obtenu une rémission, le principe, c'est de prévenir les rechutes, parce que malheureusement, le lupus systémique, c'est une maladie à vie, et donc avec un risque de rechute à vie ou pratiquement. Et donc là, il faut un traitement dit d'entretien, dont l'objectif, c'est de prévenir les rechutes de la maladie, parce que c'est un enjeu important du pronostic vital, de la qualité de vie, mais aussi, ça a bien été montré, je ne vous montrerai pas le détail là, mais c'est un enjeu du pronostic rénal. C'est-à-dire que plus on est à risque de rechute, plus on est à risque de développer à terme une insuffisance rénale nécessitant un traitement de suppléance. Donc le traitement d'induction, c'est le traitement de la poussée, je rappelle avec un diagnostic histologique, et sans revenir sur les détails, alors ce que je vais vous montrer en termes de traitement, c'est tout ce qui a été justifié par des études contrôlées, de plus ou moins bonne qualité, mais ce qui a été justifié par de telles études, et pas d'histoire d'études non contrôlées. Les premières études contrôlées, en fait, vous voyez qu'elles ont été développées aux États-Unis, à la Mayo Clinic, de Nadio ici en 78, et puis ensuite l'équipe du NIH. Et ça aboutit justement à la démonstration que ce qu'il y avait de mieux, c'était d'ajouter un immunosuppresseur au corticoïde. Le corticoïde seul, ça marche moins bien. Et la démonstration que le meilleur ratio bénéfice sur risque, apprécié ici, il faut le reconnaître de façon assez subjective, c'était de faire de l'endoxant par voie intraveineuse de façon séquentielle tous les 6 mois, avec un schéma classique qui est ce qu'on appelle le schéma NIH, où on fait de l'endoxant tous les mois, la dose de 500 à 750 mg par mètre carré, en plus des stéroïdes, par voie IV initiale ou pas, et ensuite par voie orale à forte dose. Alors, le dernier essai important du NIH, c'est celui-là qui a été publié vous voyez, en 92. Le premier auteur, en fait, européen, c'est Dimitrios Boulpas, qui à l'époque travaillait là. En fait, c'est un essai, le dernier en date, qui compare 3 bras thérapeutiques. Un bras avec de très fortes doses de corticoïdes,
on fait tous les mois un bolus de corticoïdes, en plus de la voie orale entre les bolus. On a un schéma dit NIH court, cyclophosphamide short, qui est là où on fait un bolus d'endoxan, selon ce que je vous ai dit, tous les mois pendant 6 mois, et puis on arrête. Et puis il y avait un bras long, qui ne doit plus être utilisé, on va voir pourquoi, mais à l'époque c'était un bras important, qui est resté longtemps dans les mémoires comme quelque chose d'intéressant, mais au prix d'effets indésirables importants. C'est qu'on prend le même schéma thérapeutique que le NIH court, et en fait on poursuit pendant 2 ans par des bolus trimestriels d'endoxan, avec la même dose. Et vous voyez en tout cas qu'en termes avec un critère de jugement qui n'est pas très précis, qui est un peu lourd, qui est néphrologique, qui est la probabilité de ne pas doubler la créatinine, et bien vous voyez que le meilleur bénéfice est lié à l'association corticoïde plus endoxan par voie IV, sans qu'on arrive ici, avec ces critères-là, à départager le NIH court du NIH long. On va voir qu'on peut le départager après pour des histoires de traitement d'entretien. En tout cas, ce qui est clair, c'est que corticoïde seul, ça fait moins bien. Ce dont il faut se souvenir aussi, c'est qu'il y a une contrepartie, c'est un peu ce qu'on a évoqué jusqu'alors beaucoup au cours de ces 2 jours, c'est que plus on traite, plus on expose ces patients à des effets indésirables. Et ici, dans cette population de jeunes femmes essentiellement, ce dont il faut se souvenir, c'est que toutes celles qui ont été traitées dans le bras NIH long ici, qui avaient plus de 30 ans, toutes celles-là, à 100%, avaient une ménopause précoce à l'issue du traitement. Donc le prix à payer est très très lourd, et donc ça, il faut bien le retenir. Il faut bien le retenir également. Il faut bien retenir également qu'il y a d'autres effets indésirables, hématologiques, de risque de l'immunosuppression, des risques de cancer, etc. Et en fait, toute l'histoire des essais cliniques pour traiter ces glomérulonéphrites sévères aura été jusqu'alors de poursuivre un but qui est de détrôner, de réduire ou de détrôner, c'est-à-dire d'effacer du schéma thérapeutique le cyclophosphamide, l'endoxan. Alors le premier pas a été fait avec l'essai Eurolupus, coordonné par Frédéric Poussiot à Bruxelles, un essai européen. Cet objectif, c'était de réduire la dose d'endoxan dans le traitement d'attaque. Vous voyez qu'il a conduit son essai dans les années 90. Le bras de référence est ici, c'est un intermédiaire entre les 2 bras NIH, entre NIH court et NIH long. C'est-à-dire que ce qu'on fait ici, c'est de l'endoxan IV tous les mois à la dose de 500-750 mg/m² pendant 6 mois, et on poursuit non pas pendant 2 ans, ce qui est le NIH long, mais pendant 1 an seulement, avec une dose cumulée d'endoxan qui est 8,5 g. Et plus les corticoïdes, et à l'issue de ça, il y a un traitement d'entretien par imurène. Et le bras testé, c'est la réduction des doses d'endoxan dans cette population européenne, 85% de caucasiens. Et on fait, ce que vous connaissez aujourd'hui sous le nom d'Eurolupus, c'est 500 mg d'endoxan, dose fixe, non plus indexée à la surface corporelle. On fait ça toutes les 2 semaines, 6 fois au total, donc une dose cumulée de 3 grammes. Et on relaye de la même manière avec de l'imurène pendant 2 ans. En fait bien plus, mais il fallait laisser regarder les choses au bout de 2 ans. Et quand on regarde en fait en termes de critères de jugement, les poussées rénales, l'insuffisance rénale sévère, le doublement de la créatinine, en fait, il n'y avait pas de différence entre ces 2 bras de traitement, et donc c'est ce qui a permis de conclure qu'il n'y avait pas de non-infériorité, et qu'il y avait donc une équivalence à faire, on pouvait faire aussi bien en réduisant beaucoup l'endoxan. L'endoxan étant toxique en fonction de la dose totale utilisée. La critique qui a été faite, c'est que c'était un essai européen, c'était que les populations européennes, c'est essentiellement des caucasiens, et il est vrai que les Américains qui étaient à l'origine du schéma NIH, et qui sont aujourd'hui encore très attachés à ce schéma, ont dit très longtemps qu'il n'était pas utilisable forcément aux États-Unis, et notamment dans des populations plus sévères, les gens d'origine afro-américaine, enfin, les gens d'origine africaine aux États-Unis. Donc tout le débat est là, et tout le débat reste là. Une autre évolution, ça aurait été de tenter, non pas de réduire l'endoxan, mais de le supprimer complètement, en regardant si on ne pouvait pas remplacer l'endoxan par un autre immunosuppresseur, et en particulier l'acide, enfin le mycophénolate mofétyle, le MMF, le CELCEP, avec un essai qui a été promu par, disons par Roche Genentech, une filiale, enfin une firme qui avait été créée spécialement pour développer le CELCEP au cours du lupus, et notamment la néphropathie lupus.
Le schéma de référence, c'est toujours le même, c'est le NIH court. Endoxan plus corticoïde, Endoxan fait tous les mois pendant 6 mois. Et puis on compare dans cet essai à le traitement qu'on veut tester, qui est corticoïde à forte dose plus du MMF, qu'on essaie d'amener progressivement à 1,5 g matin et soir, 3 g par jour, en fait en fonction de la tolérance. Donc en fait la dose moyenne c'était autour de 2,5 g par jour de plus. Le critère de jugement c'était la réponse au bout de 6 mois. Donc la mise en rémission de ces poussées, donc le but du traitement d'attaque. Vous voyez que c'est un essai très important puisque ça aura été un des essais les plus importants dans la néphropathie du pic. On n'est plus dans les effectifs des premiers essais avec 20, 30, 40 malades seulement. Ici, 370 patients. Donc c'est toute la force de l'industrie pharmaceutique. Et l'objectif qui avait été assigné par la FDA aux États-Unis pour que Roche obtienne l'autorisation de mise sur le marché pour le MMF dans cette indication, c'était de démontrer la supériorité du MMF par rapport au schéma classique NIH. Vous voyez que c'était un échec, cet essai, puisqu'il n'y a pas de supériorité du bras MMF avec des résultats sensiblement identiques en termes de réponse. Néanmoins, les résultats ont été positivés en disant, certes, on n'a pas la MM, on n'a pas démontré la supériorité, ce qui était l'objectif de l'essai, mais même s'il n'y a pas de supériorité, on a au moins une équivalence des effets. Et donc, on fait aussi bien avec MMF plus corticoïde qu'avec un schéma NIH. Et de fait, il a été dit à l'issue de ça, on peut tout à fait remplacer l'endoxan par du MMF. Alors, c'est pas si simple que ça. D'abord, parce que c'était pas fait pour. Et c'est d'ailleurs ce qui explique que le SL7 n'a toujours pas la MM dans cette indication. Et puis surtout parce que ce qu'aura démontré toute l'histoire des essais cliniques au cours de la néphropathie du pic, c'est qu'il faut regarder bien au-delà de ces 6 mois pour juger l'effet d'un traitement d'attaque. Il vaut mieux se placer à N12, voire un peu plus long. Alors, finalement, on a la possibilité de le faire, même si ça n'a pas été fait pour. Il faut se souvenir que dans cet essai ALMS, tous les patients qui répondaient étaient proposés pour une nouvelle randomisation, on va revenir là-dessus après, qui avait pour objectif de valider le MMF en traitement d'entretien par rapport à l'azathioprine. Et en tout cas, ici, on avait à terme une re-randomisation, et donc 4 bras au bout, ceux qui avaient été induits par le MMF, et puis en fonction d'un des 2 traitements d'entretien, ceux qui avaient été induits par un NIH court et qui avaient reçu un autre traitement d'entretien du MMF ou de l'AZA. Et donc finalement, ces patients pour le traitement d'entretien étaient observés pendant 3 ans encore, et donc finalement on obtenait le suivi au cours dont on avait besoin pour juger les effets initiaux du traitement d'attaque, enfin du traitement d'attaque initial. Alors ces résultats n'ont jamais été publiés comme tels, parce qu'encore une fois, l'essai n'était pas fait pour juger au long cours le traitement d'attaque, et puis parce que les résultats sont quand même un peu politiquement incorrects pour le MMF. Ils ont quand même été donnés au cours d'un certain nombre de communications orales et une publication écrite qui est le papier de Rovin, qui est une revue du Clinical JSON en 2013 sur le MMF, et vous les voyez ici. Quand on regarde en fonction du traitement d'induction MMF ou NIH, selon que les malades sont entretenus par le MMF ou selon qu'ils soient entretenus par l'azathioprine, vous avez ici en ordonnée le pourcentage d'échec. Et vous voyez qu'à chaque fois que les malades ont été induits par du MMF, systématiquement, les résultats sont plus mauvais que lorsqu'ils ont été induits par de l'endoxan selon le schéma NIH. Alors je ne suis pas en train de dire qu'il faut condamner le MMF avec cette observation. Ce que je suis en train de dire, c'est que faisons attention lorsqu'on dit que le MMF c'est aussi bien que l'endoxan, on n'en est pas complètement certain, même si le MMF, il est vrai, n'a pas les mêmes effets indésirables, il présente un certain nombre d'avantages par rapport à l'endoxan, et donc doit être vu comme un complément thérapeutique. En termes de résultats positifs ou un peu positifs, on n'a que ça. Après, il y a eu des tentatives qui étaient de dire on va essayer de faire du rituximab en induction. Alors, l'objectif ici n'était plus de détrôner l'endoxan, c'était de faire encore mieux que ce qu'on observait avec, par exemple, l'essai précédent, avec le schéma thérapeutique corticoïde plus MMF. L'idée, c'était d'apporter encore plus de rémission en ajoutant à cette thérapeutique du rituximab, 1 g J 15, et puis on recommence au bout de 6 mois, et on regarde au bout d'un an. Parce que vous avez bien compris qu'il fallait regarder à un peu plus de 6 mois. Et ça, en fonction, plus ou moins un bras placebo, c'est-à-dire finalement un bras
MMF plus corticoïdes. Et vous savez que cet essai dit lunar qui a été conduit en Amérique du Nord et en Amérique du Sud a été négatif, et ça a enterré toute velléité de développer rituximab au cours de la néphropathie. Alors cette stratégie d'anti-CD20 de déplétion des lymphocytes B n'est pas complètement morte. Vous verrez, je vous montrerai après des histoires de rituximab. Je vous montrerai, vous savez probablement qu'il y a des essais aujourd'hui qui sont en cours avec d'autres molécules anti-CD20, avec l'espoir que cette fois on va arriver à démontrer une supériorité de l'adjonction d'une thérapeutique, d'une biothérapie anti-CD20. Voilà pour le traitement d'attaque. Vous savez à peu près tout. Il y a aujourd'hui des nouvelles biothérapies qui sont testées, mais il n'y a aucun résultat probant qui a été apporté encore à ce jour. Maintenant, le traitement d'entretien. Le traitement d'entretien, je vous rappelle, l'objectif, c'est une fois que vous avez mis le patient en rémission ou presque, c'est de prévenir les rechutes de cette maladie, car le lupus systémique est une maladie à vie. La première démonstration de l'intérêt d'un traitement d'entretien est ici. On reprend l'essai de Dimitrios Boumpas et NIH, que je vous ai montré tout à l'heure. Et puis, en fait, quand on regarde ce qui différencie le bras NIH court du bras NIH long on poursuit l'endoxan tous les 3 mois pendant 2 ans par rapport aux 6 mois initiaux. Et vous voyez que ce qui différencie les deux bras en termes d'évolution, c'est la probabilité de ne pas rechuter. Tous les patients qui avaient reçu pendant longtemps un traitement immunosuppresseur, c'est-à-dire les NIH long pendant 2 ans, eh bien, avaient une probabilité de rechute qui était bien moindre que ceux qui avaient eu un traitement qui s'arrêtait au bout de 6 mois. Et ça, c'est la première démonstration de l'intérêt de poursuivre un traitement pour éviter aux malades de rechuter. Alors le problème, je vous l'ai dit, c'est que l'effet indésirable de telle dose d'endoxan du bras NIH long, c'était catastrophique, ménopause précoce et bien d'autres effets indésirables. Et donc en fait, ensuite, là encore, l'objectif, ça a été d'essayer de se passer de ces doses d'endoxan au cours du traitement d'entretien. Et là, la démonstration était bien plus ferme et bien plus rapide à obtenir, avec cet article de Contreras il y a une dizaine d'années, avec un article qui a été publié dans le New England. Je pense qu'aujourd'hui ça ne passerait plus. Vous voyez que les effectifs de 3 bras thérapeutiques sont ridicules, moins de 20 patients par bras. L'intérêt de cet essai, c'était quand même de tenter de montrer une différence entre 3 bras de schéma d'entretien. Donc les patients reçoivent un traitement d'attaque qui était plutôt du NIH, parce que c'est un essai américain, NIH court. Le traitement de référence d'entretien, c'est NIH long. On continue, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Et puis on met en concurrence ce schéma de référence avec non pas la poursuite de l'endoxan, mais de l'Immurel ou du MMF. Et vous voyez qu'en termes de résultats, en fait, ce qui est clair, c'est que le plus mauvais, c'est l'endoxan long. Donc ce qu'il faut faire, c'est plutôt ne pas entretenir avec de l'endoxan, mais plutôt MMF ou Immurel, et sachant que de ces 3, le meilleur, et pour lequel il y a une différence significative, c'est plutôt le MMF ici, dans cet essai. En termes de mortalité, la précédente diapositive, c'était la probabilité de ne pas rechuter. Quand on regarde en termes de mortalité dans cet essai, il y a des données alors là, qui sont très claires malgré le petit effectif de patients. Ce qui est sûr, c'est que là encore, il faut oublier de nos traitements, de nos tests, de prescrire de l'endoxan long, du NIH long, puisque vous voyez que là encore, c'est associé à une mortalité absolument intolérable par rapport aux autres bras de traitement d'entretien. Alors, histoire de clarifier tout ça, il y a eu un nouvel essai européen de Frédéric Coussiot qui était l'essai Maintain, qui avait pour but, une fois que les patients recevaient, donc de différencier, en traitement d'entretien MMF et Immurel, donc les deux probablement meilleurs traitements qu'on avait à proposer à ce moment-là au moins. C'était un essai européen qui avait pour objectif de tester la différence entre les deux dans une étude de non-infériorité, avec comme objectif de les traiter avec l'un ou l'autre pour les différencier après un schéma d'attaque par Eurolupus. En analysant l'intention de traiter, vous voyez que c'est un essai qui comprenait à peu près 50 malades par bras qui ont été heureusement suivis jusqu'à la fin, 60 mois. Et en tout cas, en termes de probabilité de rechuter, vous voyez qu'il n'y a pas de différence entre les deux immunosuppresseurs d'entretien au bout de 5 ans. Et donc, ça a permis de dire à Frédéric Coussiot qu'on pouvait tout aussi bien utiliser du MMF que du Immurel en traitement d'entretien. Vous savez quand même que, en termes de coût
l'Immurel coûte bien moins cher que le MMF, il est plus simple à prendre, et surtout il est compatible avec la grossesse. Néanmoins, je voulais évoquer quelques diapositives avant. Roche, Genentech a souhaité démontrer l'intérêt du MMF au cours du traitement d'entretien, en re-randomisant les patients de LMS1, de façon à tester Immurel versus sa molécule MMF en entretien, avec beaucoup plus de malades, suivis 3 ans. Et là, vous voyez que, quel que soit le critère de jugement, la probabilité d'être libre de tout échec de thérapeutique ou un critère composite, pas composite ici, c'est les rechutes, vous voyez qu'à chaque fois, on a une différence significative à la faveur du traitement d'entretien par MMF. Alors certains pourront dire que les études d'observation, cette fois, ont été poursuivies au-delà de 36 mois de cette étude, et qu'à terme, il n'y a pas de différence fondamentale entre les deux bras. Néanmoins, dans le cadre de l'essai, il y avait une supériorité du MMF par rapport à l'Immurel en entretien. Et donc, si on résume ce que je viens de vous dire, je veux bien l'admettre avec un certain parti pris, parce qu'il y a forcément une part de subjectivité dans ce que l'on résume, mais néanmoins, vous aurez compris qu'on peut dire que ce pourquoi il y a une meilleure démonstration aujourd'hui, en Europe au moins, c'est l'Eurolutus pour ce qui est du traitement d'attaque. Quand les gens sont très sévèrement atteints, on peut se demander, je ne suis pas certain que ce soit encore complètement vrai, s'il ne faut pas faire du NIH court. Et en tout cas, lorsqu'on ne peut pas faire, ou qu'on ne veut pas faire d'endoxant, ou quand les patientes ne veulent pas qu'on fasse d'endoxant pour préserver leur fertilité, il faut là clairement se poser la question d'alternative du MMF, en plus des corticoïdes à forte dose. Et puis après, les deuxième ligne et troisième ligne, ça peut intégrer le rituximab, parce que le rituximab, malgré tout, on a la sensation que ça rend service à certains patients. L'entretien MMF, c'est supérieur à ASA. La question qui n'est pas réglée, c'est combien de temps faut-il entretenir les patients? Et là, on a un essai en cours français qui est l'essai Minibus, coordonné par Noémie Jourde à Marseille. Et puis, bien sûr, il ne faut jamais oublier chez ces patients les traitements adjuvants, que sont les bloqueurs de SRA et la prophylaxie anti-infectieuse, et également l'hydroxychloroquine, qui, même si ce n'est pas complètement montré avec de tels traitements forts, malgré tout, il est à peu près clair aujourd'hui que ajouter l'hydroxychloroquine, ça permet de réduire la mortalité au cours de cette maladie, quelle que soit la sévérité de la maladie. Ça, c'est juste pour montrer qu'on y arrive, parce qu'avec cette conduite thérapeutique, ça, c'est la série de patients incidents du GCLR, le groupe coopératif sur le lupus rénal, et vous voyez que, globalement, on arrive à obtenir la mise en rémission de 80% des patients sans trop d'effets indésirables avec une telle stratégie thérapeutique. Voilà. Alors en termes de perspectives avérées, au-delà des biothérapies toutes celles qui ont été proposées, pour l'instant, les anti-BAF, d'autres anti-CD20, toutes ont été les anti-BLIS, les anti-TWIC, tout ce qui a été essayé jusqu'alors correspond à des échecs. Il y a quand même des perspectives avec les molécules classiques, et notamment quelque chose d'intéressant avec ce qu'on appelle rituximab. Rituximab, ça a été développé, c'est publié il y a 2 ans par l'équipe londonienne de Liz Lyston, qui a traité de manière non contrôlée, donc c'est pour ça que c'est une perspective, il n'y a pas de bras contrôlés ici, 50 patients consécutifs avec une association qui est intéressante, c'est parce que c'est le premier traitement possible, dit possible, je ne sais pas démontrer, sans corticoïdes à forte dose. Vous voyez qu'ici, on fait du MMF, avec à peu près 2 grammes par jour en 2 prises, et on associe ce MMF à un peu de corticoïdes en bolus, mais en fait surtout au moment de bolus d'endoxant, de rituximab, je vous prie de m'excuser, 1 gramme J1, J14, pas de corticoïdes par voie orale, et on suit les malades, et voilà le résultat obtenu, avec, en termes dans cet essai Princeps, sans bras contrôle, on a des rémissions complètes plus partielles qui sont au bout de 52 semaines de près de 80%. Et quand on compare ça aux séries historiques qui sont celles des essais, par exemple essais ALMS, on s'aperçoit qu'on fait aussi bien, voire mieux, avec ce rituximab. Bon, ça nécessite une démonstration par un essai contrôlé qui est en cours aujourd'hui aux États-Unis et au Royaume-Uni. On est en train d'essayer de le financer pour la France et d'autres pays européens. Vous verrez, en termes d'émergence de thérapeutique, il y a la possibilité d'utiliser parfois des anticalcinorines, ça a été rapporté comme tel, avec ici un essai chinois
assez important, hein, parce qu'il y a beaucoup de patients, 180 malades dans chaque bras, avec un bras contrôle, enfin un bras de référence qui est du NIH court, toujours, hein, vous voyez, donc, dans un essai publié en 2015, et une nouvelle association thérapeutique qui utilise toujours des corticoïdes à forte dose, mais à côté, 2 immunosuppresseurs et non plus un seul, du MMF à faible dose, 500 mg par voie orale matin et soir, et du tacrolimus, 2 mg 2 fois par jour. Et on regarde le résultat, cette fois encore au bout de 6 mois, et au bout de 6 mois, on nous dit c'est formidable, cette multithérapie qui ressemble à ce qu'on fait en transplantation avec des moindres doses d'immunosuppresseurs, ça fait mieux, en tout cas en termes de mise en rémission, que le NIH. Alors là, je vous invite à la prudence quand même, simplement parce que c'est au bout de 6 mois seulement qu'on regarde les choses. C'est parce que c'est une population asiatique, encore que ça, ce n'est pas un vrai argument. Mais surtout, le vrai argument, c'est que le critère de jugement, c'est la disparition de la protéinurie. Et vous savez, comme moi, que le tacrolimus est un excellent antiprotéinurique en complément des inhibiteurs du SRA, et qu'on a l'habitude, dans les classes 5 pures, par exemple, de voir la disparition de la protéinurie avec les anticalcinurines, que ce soit du Néoral ou du tacrolimus. Et surtout, ce qu'on a l'habitude de voir également, c'est la rechute à l'arrêt de l'anticalcinurine. Et donc, ce qu'on ne sait pas ici, c'est ce qui se passe à l'issue de ces 6 mois de traitement, et notamment dans ce bras-là, multithérapie avec le tacrolimus, dès lors qu'on arrête le tacrolimus en termes de rechute. Et donc, je pense que ce qu'il faut conclure ici, c'est que c'est très intéressant, mais que c'est peut-être un peu précoce pour dire proposons ça à tous nos malades. Il y a un autre essai qui a été proposé, je vais passer très vite dessus, publié récemment, qui utilise de la même manière le tacrolimus, cette fois tout seul avec des corticoïdes à forte dose, versus un bras type ALMS, où on a MMF 2 grammes par jour plus corticoïdes à forte dose, 75 malades dans chaque bras. On entretient au bout de 6 mois par de l'imurel, et on regarde ce que ça donne, et ici on nous dit il n'y a pas de différence formidable, vous regarderez les détails, je vais très vite. En tout cas, je pense que cet essai, il ne faut pas le prendre beaucoup au sérieux, puisque le critère de jugement, c'est un critère qui n'a jamais été utilisé dans la littérature jusqu'alors, qui est de définir que la réponse complète, c'est moins d'1 gramme de protéinurie, alors que tout le monde s'accorde à dire qu'il faut juger une disparition de la protéinurie. Et surtout, on nous dit, je passe également vite, qu'il n'y a pas beaucoup de rechutes, de poussées à l'issue de l'essai quand on suit les malades au long cours, sauf que la définition de la rechute, là encore, c'est quelque chose qui ne correspond à pas grand-chose dans l'esprit de tous, c'est une réapparition de la protéinurie au-delà de 2 grammes par jour, 2 grammes par gramme de créatinurie, ce qui ne semble pas formidable. Et vous verrez au passage qu'il y a de sévères interrogations dans cette étude en termes de résultats quant à la préservation de la fonction rénale dans le groupe anticalcinurique. Voilà, je vous remercie.